Mon mari est parti à Londres pour un voyage d'affaires de 10 jours. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte de sécurité à 3 heures du matin. La police a appelé pour signaler qu'il l'avait trouvé, lui et une femme, morts dans une baignoire. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'elle. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient trouvé mon mari et une femme, tous deux nus et morts, dans la baignoire d'une demeure suburbaine. Quand je suis arrivé et que j'ai vu le visage de la femme, une vague d'incrédulité et d'horreur m'a submergé. Il était 6 heures et New York était encore somnolente sous un fin voile de brume. Le seul son était le sifflement rythmique des balayeuses de rue nettoyant l'asphalte. Un bourdonnement monotone qui vous transperçait l'âme. J'ai garé la voiture devant le terminal de JFK. Le froid provenant du puissant système de climatisation à l'intérieur me faisant frissonner en s'échappant dehors. Ou peut-être que ce froid venait d'un vague pressentiment qui s'insinuait dans mon esprit. En descendant de la voiture, j'ai vu mon mari, David. Sa silhouette grande et solide, impeccable dans un costume gris anthracite parfaitement coupé. Il avait toujours été mon roc. La seule chose qui me donnait un sentiment de sécurité après de longues heures stressantes passées à travailler avec des corps froids. Je me suis précipité vers le coffre pour l'aider à sortir sa grande valise. Mes doigts ont effleuré par accident sa manche et se sont figés. Le deuxième bouton de manchette de sa veste de costume était desserré. Ne tenant plus que par un fil, contraste saisissant avec son apparence habituellement impeccable. Habitude professionnelle née de mes années en tant que médecin légiste. La capacité à remarquer les plus petits détails s'est activée. J'ai froncé les sourcils. Attends une seconde. Chérie. Ce bouton est sur le point de tomber. Laisse-moi prendre ma trousse de couture dans mon sac et le recoudre. Ça ne ferait pas bonne impression de rencontrer des partenaires importants comme ça. David a baissé les yeux, puis a doucement écarté ma main avec un petit rire. Sa voix était chaude et profonde, mais il y avait une urgence inhabituelle. Ne t'inquiète pas pour ça, Eve. Si on s'arrête maintenant, je vais rater l'enregistrement. Le personnel de l'hôtel s'en occupera quand j'arriverai. Tu t'inquiètes trop. Il s'est penché et m'a donné un rapide baiser tendre sur le front. Son parfum familier de cèdre mélangé à une légère trace de tabac a rempli mes sens. C'était l'odeur de mon mari, l'odeur de la sécurité que j'avais chérie pendant 7 ans. Mais aujourd'hui, elle semblait distante, évasive. Je l'ai regardé tirer sa valise vers la voie de sécurité pour les personnes très importantes. La légère claudication dans sa démarche. Souvenir permanent de l'accident de moto des années plus tôt quand il s'était jeté devant moi. M'a serré le cœur. Juste au moment où il allait disparaître derrière les portes automatiques en verre. David s'est soudain arrêté. Il s'est retourné, m'a regardé et a fait un grand signe de la main. Son sourire était éclatant sous les lumières jaune pâle de l'aéroport. Mais ses yeux contenaient une profonde tristesse. Comme s'il essayait de graver mon visage dans sa mémoire une dernière fois. Je suis rentré en ville alors que l'heure de pointe du matin commençait. Le vacarme des klaxons m'a tiré de mes pensées sur le regard étrange de mon mari. Mon téléphone a vibré dans mon sac, un texto. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Une notification de notre banque. Une somme massive d'argent venait d'être transférée sur notre compte joint. Le nombre avait tellement de zéros que j'ai dû m'arrêter sur le côté de la route pour le lire. Clairement. La mention du transfert ne contenait que 2 mots, contingency fund. Un frisson m'a parcouru l'échine et une sueur froide a perlé sur mon front malgré la climatisation de la voiture à pleine puissance. Dans le monde des affaires à haut risque, il existe des règles non écrites, souvent terrifiantes. L'une d'elles est de liquider des actifs ou de constituer un fonds de prévoyance pour sa famille. Juste avant une affaire risquée ou quand on s'apprête à affronter des ennuis judiciaires. Pourquoi contingency fund et non dépenses courantes ou investissement comme il l'écrivait d'habitude? Ces 2 mots apparaissaient sur mon écran comme un testament final. Une préparation au pire scénario qu'il n'osait pas dire à voix haute. J'ai essayé de me calmer,
me disant qu'il se montrait simplement prudent pour un long voyage. Mais l'intuition d'une épouse et les instincts de quelqu'un qui travaille avec la mort ont crié que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, après une journée épuisante à lutter avec des dossiers et une anxiété persistante, je venais de m'endormir quand le téléphone a sonné. Un appel à minuit pour un médecin légiste n'est jamais bon signe. Cela signifie généralement une mort suspecte ou une scène de crime sanglante. J'ai tâtonné pour attraper le téléphone. L'identifiant de l'appelant indiquait mon chef, le responsable de la division des homicides. Allô, ici le docteur Reed. Ma voix était encore ensommeillée et une peur grandissante me serrait la gorge. L'autre bout du fil est resté silencieux quelques secondes. Juste un lourd soupir et la sirène lointaine d'une ambulance. La voix de mon chef, habituellement tranchante et autoritaire, était hésitante. Pleine d'une sympathie inconfortable. Evelyn? J'ai besoin que tu restes calme. Une patrouille vient d'appeler. Ils ont trouvé ton mari. Je me suis redressé dans le lit, le cœur battant contre mes côtes. Trouvé? Que veux-tu dire? Il est à Londres. De quoi parles-tu? Mon chef a baissé la voix. Chaque mot était un coup de marteau sur mes tympans. Tu dois te préparer. La scène est compliquée. Il est décédé. Le téléphone m'a glissé des mains et a atterri silencieusement sur le matelas. Tous les sons semblaient aspirer dans un trou noir. Ce n'était pas possible. Ce matin, il me souriait. Le bouton sur sa manche était encore lâche. Je suis resté figé dans l'obscurité, un froid glacial m'envahissant jusqu'aux os. Mais je savais que je ne pouvais pas m'effondrer. Pas maintenant. J'étais sa femme, mais aussi médecin légiste. Je devais y aller. Je devais le voir, même si c'était pour la dernière fois. J'ai conduit comme une folle à travers la nuit, le pied nu écrasant l'accélérateur. Le moteur rugissant tandis que je traversais les banlieues silencieuses. La demeure se dressait isolée au milieu d'un jardin envahi par la végétation. Les lumières rouges et bleues clignotantes des voitures de police balayaient les arbres, projetant des formes grotesques et dansantes sur les murs couverts de mousse. Quand je suis sorti de la voiture, mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli m'effondrer. Mais mon entraînement professionnel m'a forcé à me tenir droite. Le ruban jaune de la police flottait dans le vent nocturne. Fragile barrière entre le monde des vivants et celui des morts à l'intérieur. Mes collègues m'ont vu, leurs regards se détournant ou fixés au sol. Personne n'osait me regarder dans les yeux. Un jeune officier, Miller, qui plaisantait habituellement avec moi, s'est avancé avec hésitation. Docteur Reed. Peut-être que vous ne devriez pas entrer. Laissez-nous terminer le traitement de la scène. Et vous pourrez procéder à l'identification plus tard. Ce n'est pas joli à voir. J'ai repoussé son bras. Ma voix était si froide qu'elle m'a paru étrangère. Écartez-vous. Je suis le médecin légiste et la proche parente de la victime. J'ai le droit de savoir. J'ai passé sous le ruban jaune. La première chose qui m'a frappé n'était pas l'odeur familière de la mort, mais la puanteur envahissante d'alcool cher, de parfums sucrés écœurants et de la fumée âcre d'une drogue récemment brûlée. Le grand salon était un vrai désastre. Les restes d'une fête débridée. Des bouteilles d'alcool vides jonchaient le sol. Des vêtements étaient éparpillés sur des canapés en velours rouge. Mais rien de tout cela ne retenait mon attention. Je me suis dirigé droit vers la salle de bain, où les flashs des caméras de l'équipe scientifique crépitaient sans arrêt. Dans l'énorme baignoire jacuzzi en porcelaine blanche, mon mari, David, était assis. La tête appuyée contre le bord, les yeux fermés comme s'il dormait. Il était complètement nu. Sa peau avait une horrible teinte rose cerise. Signe caractéristique d'un empoisonnement au monoxyde de carbone ou au cyanure. Mais ce qui m'a brisé le cœur en 1000 morceaux n'était pas sa mort. C'était la femme affaissée à ses côtés. Ses longs cheveux mouillés masquaient la moitié de son visage. Son bras nu était posé sur le cou de mon mari. Leur corps était enlacé dans une position si nue et si charnelle qu'elle aurait fait rougir n'importe qui ait détourné le regard.
Je me suis figé quand l'enquêteur principal a doucement soulevé ses cheveux pour prendre une photo. Le visage m'était familier. C'était Chloé, ma cousine éloignée que j'avais toujours aimée et en qui j'avais confiance. Chloé n'avait que 22 ans, elle était en dernière année d'université. Elle venait souvent dîner à la maison, appelant David, oncle David, de sa voix douce. Une vague de nausée m'a soulevé l'estomac. J'ai dû me couvrir la bouche pour ne pas vomir sur place. Aux yeux de mes collègues, c'était clairement une affaire d'orgie droguée qui avait mal tourné. Une overdose pendant un rendez-vous, une fin humiliante pour un homme d'affaires prospère. Je les entendais murmurer derrière moi, parlant de débauche, d'infidélité et de la pauvre épouse trompée. Mais une fois le choc initial et la douleur atténués, mes instincts professionnels ont ressurgi. Aiguisés et impitoyables. J'ai enfilé une paire de gants en latex. Pris une profonde inspiration pour maîtriser mes émotions et me suis approché du corps de mon mari. Je n'ai pas regardé son visage, ni ce corps nu qui criait la trahison. Je me suis concentré sur les signes biologiques. J'ai doucement soulevé ses épaules, examinant son dos et ses fesses. Sous la lumière vive de la police scientifique, j'ai vu les taches rouge-violet profondes de la lividité cadavérique fixée en une grande zone. Selon les lois de la gravité, si une personne meurt en position assise dans une baignoire, le sang s'accumule dans les parties les plus basses du corps, fesses, cuisses et mollets. Mais sur le corps de mon mari, la lividité était entièrement présente sur son dos et l'arrière de ses bras. Cela prouvait qu'il était mort en position allongée sur le dos pendant au moins 4 heures avant d'être déplacé et placé en position assise. Je me suis tourné vers mon chef, les yeux secs et d'acier. Cette scène est mise en scène. Il n'est pas mort dans cette baignoire. Il est mort allongé à plat. Sur le dos sur une surface dure. Quelqu'un l'a déplacé ici ensuite et l'a arrangé comme ça. La pièce est devenue silencieuse. Même les obturateurs des appareils photo se sont arrêtés. Ma déclaration a été comme un seau d'eau froide sur leur présomption préconçue. Les morts ne mentent pas. Les motifs de lividité cadavérique étaient les témoins les plus honnêtes exposant la maladresse du tueur. Mon mari n'était pas mort dans un accident sordide. Il avait été assassiné et sa réputation était profanée même après son dernier souffle. Le crissement de pneus dehors suivi du claquement rapide de talons hauts sur le pavé. Un son qui m'a martelé la poitrine. Avant que je puisse me retourner, une silhouette sombre s'est précipitée à l'intérieur, apportant un courant d'air froid et le parfum entêtant d'oud. Smack. Une gifle cinglante a atterri sur ma joue gauche si fort que ma tête a tourné. Le goût métallique du sang a rempli ma bouche. J'ai reculé en titubant, tenant mon visage brûlant. Et j'ai levé les yeux vers la femme qui m'avait frappé. C'était Eleanor, ma belle-mère. Sa robe de soie noire élégante était impeccable, mais son visage était tordu de fureur. Juste derrière elle se tenait Marcus, mon beau-frère, qui ajustait ses lunettes à monture dorée avec une expression indéchiffrable. Espèce de malédiction. Regarde ce que tu as fait, a hurlé Eleanor. Son doigt tremblant pointait vers mon visage. Je l'ai dit depuis le début que tu portais malheur, que tu apporterais la ruine à cette famille. Et maintenant regarde, il est mort. Nu dans une baignoire avec cette traînée. As-tu idée de la honte que tu as apportée à notre nom? J'ai avalé le goût salé du sang, essayant de garder une voix stable. Eleanor, je sais que tu as de la peine. Mais il y a plus que cela. La lividité sur le corps de David ne correspond pas à la position dans laquelle il a été trouvé. Je soupçonne que la scène a été mise en scène. Nous devons. Tais-toi, a hurlé Eleanor en me coupant la parole. Ses yeux ne contenaient aucune pitié, seulement du dégoût et du calcul. Qu'est-ce que tu vas faire? Le découper? Tu veux que le monde entier voie le corps mutilé de mon fils et se moque de cette famille? Tu veux que les actions de l'entreprise s'effondrent demain? À ce moment-là, Marcus s'est avancé lentement. Il a posé une main apaisante sur l'épaule de sa mère, puis s'est tourné vers moi. Ses yeux brillaient froidement derrière ses lunettes. Il a sorti une épaisse pile de photos de sa mallette en cuir de crocodile et les a jetées sur la
table en verre devant mon chef et l'équipe d'enquête. Les photos se sont éparpillées, révélant des images de David et Chloé entrant dans un hôtel, dînant intimement, et même des clichés flous d'eux dans une voiture. Eve, je sais que tu es sous le choc, a dit Marcus, d'un ton faussement calme et raisonnable. Mais chaque mot était un couteau. Mais la vérité est là. David et Chloé se voyaient depuis plus d'1 an. Nous le savions tous. Nous te l'avons juste caché pour préserver la paix dans la famille. Ce soir, il a secrètement repoussé son vol pour la retrouver ici. Malheureusement, ils ont pris trop de drogue et cela a conduit à un accident. C'est une affaire privée de famille. Nous ne voulons pas la rendre publique. J'ai fixé les photos. Les angles, l'éclairage, tout était parfaitement arrangé pour faire croire à une liaison. Mais je connaissais David et je connaissais Chloé encore mieux. Elle avait un petit ami chez elle. Elle respectait David comme un père. C'était une fabrication évidente. Impossible. J'ai haleté en me précipitant vers l'enquêteur principal. Détective. Regardez attentivement. La lividité est sur son dos. Il est mort allongé. Ces photos sont manipulées. Elles sont mises en scène. Nous devons pratiquer une autopsie. Nous devons le faire. Le détective m'a regardé avec pitié, puis a jeté un coup d'œil à Marcus. Marcus n'a rien dit. Il a simplement sorti son téléphone, composé un numéro et mis le haut-parleur. Une voix puissante a résonné de l'autre côté. Si autoritaire que chaque officier dans la pièce s'est tenu un peu plus droit. C'était la voix d'un haut fonctionnaire du bureau du procureur. Un ami de la famille que les Reed mentionnaient souvent lors des soirées. Concernant l'incident à la demeure de Westchester. La famille souhaite que le corps ne soit pas profané pour des raisons personnelles. Veillez à ce que cela soit résolu rapidement. Remettez le corps à la famille pour les arrangements funéraires. Empêchez la presse d'en avoir vent. Cela pourrait endommager la réputation de l'une des plus grandes entreprises de cet État. L'appel s'est terminé. Le détective a soupiré et s'est tourné vers moi, les yeux pleins d'impuissance. Je suis désolé. Docteur Reed. Nous devons remettre le corps. La famille a signé une décharge refusant l'autopsie. Je suis resté cloué sur place. Regardant les employés de la morgue privée engagés par Marcus emporter le corps de mon mari. Ils l'ont glissé dans un sac mortuaire noir froid. Le bruit de la fermeture éclair m'a déchiré l'âme. J'ai réalisé que j'étais seul dans ce combat. Ils ne se souciaient pas de la façon dont David était mort. Ils ne se souciaient que de leur réputation, des chiffres en bourse. Aux yeux de tous, la vie de David n'était qu'un incident. Une crise de relations publiques à gérer le plus rapidement possible. J'ai regardé Marcus diriger les hommes. La montre Patek Philippe à son poignet brillait sous les lumières de la police scientifique. Il s'est retourné et m'a regardé, un léger sourire de défi sur les lèvres. Ses yeux semblaient dire « Tu as perdu ». La maison funéraire haut de gamme privée était nichée dans une forêt de pins à la périphérie de la ville. La famille Reed avait réservé l'ensemble de l'établissement pour un service privé rapide suivi d'une crémation. Il n'y avait pas d'hymne sombre, pas de longue file de personnes en deuil. Seulement un silence glacial planant sur le cercueil en acajou coûteux au centre de la salle froide. Eleanor était assise au premier rang, ses doigts glissant sur un chapelet, les yeux fermés. Je ne pouvais pas dire si elle priait pour l'âme de son fils ou calculait comment elle s'adresserait aux actionnaires le lendemain. Je me tenais dans un coin, observant tout. Marcus était dehors sur la véranda, fumant et parlant à son avocat au téléphone des questions d'héritage et de transfert de pouvoir. Les employés des pompes funèbres, ayant terminé de préparer le corps de David, étaient sortis faire une pause. C'était ma seule chance. Si le couvercle du cercueil se refermait pour de bon, la vérité sur sa mort serait enterrée à jamais. Prenant une profonde inspiration pour calmer mon cœur battant, je me suis approché du cercueil sur la pointe des pieds. David était allongé là.
Son visage soigneusement maquillé pour masquer la teinte rosée anormale de sa peau. Les yeux fermés comme dans un profond sommeil. Je l'ai regardé, les larmes me montant aux yeux, mais je les ai rapidement essuyées. Ce n'était pas le moment de faiblesse. De la manche de mon blazer oversized, j'ai sorti un petit scalpel. Outil indispensable de ma trousse. Ma main gauche a doucement soulevé sa tête tandis que ma main droite glissait habilement la lame dans l'épaisse chevelure à la base de sa nuque. Slice. Une petite mèche de cheveux, racines comprises, a été proprement coupée. Je l'ai rapidement placée dans un petit sac Ziploc caché dans ma paume. Les cheveux conservent l'historique de la consommation de drogue. Cela me dirait avec quoi il avait été empoisonné. Ensuite, ses ongles. J'ai pris sa main froide et raide, le cœur serré. Je suis désolé, David, ai-je pensé. Puis j'ai utilisé un petit coupe-ongle spécialisé pour prélever un échantillon de son index. Le petit clic a résonné dans la salle silencieuse comme un coup de feu. J'ai tressailli, jetant un coup d'œil vers la porte, mais Marcus était encore dehors, dos tourné. Plongé dans sa conversation téléphonique. Tremblante, j'ai collecté le morceau d'ongle et l'ai emballé soigneusement. Mais mon intuition de médecin légiste me disait qu'il manquait encore quelque chose. La lividité anormale, la peau rose cerise. Je devais trouver le point d'entrée du poison. J'ai allumé une petite lampe stylo médicale et scruté son corps des poignets et coudes jusqu'au espace entre les orteils. Aucune trace d'aiguille. Le tueur était un professionnel ou possédait des connaissances médicales étendues. Le faisceau de lumière est passé sur son cou et je me suis arrêté. J'ai doucement incliné sa tête et tiré son oreille gauche vers l'arrière. La peau derrière l'oreille, juste au-dessus de l'os mastoïde, est fine avec peu de terminaisons nerveuses. Là, sous la lumière blanche vive, se trouvait un minuscule point rouge. Si petit qu'un observateur occasionnel l'aurait pris pour une piqûre de moustique ou un porc enflammé. Mais pour moi, c'était la porte de la mort. Autour du point, un petit hématome sous-cutané. Signe de saignement provoqué par une force externe pendant que le cœur battait encore. J'ai rapidement pris une photo en gros plan du site d'injection avec mon téléphone. Les mains tremblant tellement que j'ai failli le laisser tomber. Juste à ce moment-là, le bruit de chaussures en cuir sur le sol en marbre est venu de l'entrée. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix froide de Marcus était juste derrière moi. J'ai sursauté. Enfouissant rapidement mon téléphone et les sacs d'échantillons au fond de mon soutien-gorge. L'endroit le plus sûr pour l'instant. Je me suis retourné, forçant une expression de chagrin absolu, les yeux remplis de larmes. Les mains tenant encore la main froide de David. Je voulais juste redresser sa cravate une dernière fois, ai-je sangloté. Ma voix était étranglée. Elle est de travers. Il aimait toujours être si soigné. Marcus m'a fixé, ses yeux essayant de percer mon âme. Il s'est approché, a jeté un coup d'œil au col de David, puis à moi. La suspicion était évidente dans son regard. Mais mon apparence dévastée a peut-être été assez convaincante. Il a grogné et fait un geste dédaigneux de la main. Si tu as fini, sors. C'est l'heure du service. Ne retarde pas les choses. J'ai baissé la tête et suis sorti en traînant les pieds. Ma main pressée contre ma poitrine. Là, à côté de mon cœur battant frénétiquement, se trouvait la seule preuve qui pouvait blanchir le nom de mon mari. La lourde porte du crématorium s'est ouverte, libérant une bouffée de chaleur qui semblait déformer l'air. Je me tenais derrière l'épaisse vitre résistante à la chaleur, regardant le cercueil en bois glisser à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que ma propre âme était poussée dans ces flammes voraces. Eleanor s'est détournée, tamponnant un mouchoir au coin de son œil. Que ses larmes soient réelles ou feintes, je ne pouvais le dire. Marcus se tenait les bras croisés, le regard fixé sur la porte du four. Plus comme quelqu'un regardant la destruction de preuves que faisant ses adieux à son propre frère. Le rugissement des brûleurs s'est intensifié alors que les flammes jaillissaient, engloutissant le cercueil. J'ai mordu ma lèvre jusqu'au sang pour m'empêcher de hurler.
Je savais que ce feu n'incinérait pas seulement le corps de mon mari. Il anéantissait les preuves macroscopiques les plus cruciales. Il n'y aurait plus de seconde chance d'examiner la lividité. Personne ne verrait plus la peau rose anormale ni ne mesurerait les niveaux de monoxyde de carbone dans son sang. Tout deviendrait cendre, silencieuse et insignifiante. Mais ils avaient tort. Ils pensaient que le feu pouvait tout détruire. Ils ne savaient pas que moi, médecin légiste, j'avais déjà sécurisé les plus petits, les plus silencieux mais les plus accablants témoins. La mèche de cheveux et le morceau d'ongle dans mon soutien-gorge semblaient chauds contre ma peau. Comme s'ils me transféraient une force invisible. Ève. La voix de Marcus à côté de moi m'a fait sursauter. Il s'était approché si près que je pouvais sentir l'odeur de cigarette froide sur son costume. Il est en paix maintenant, a dit Marcus, les yeux toujours sur les flammes. Tu devrais lâcher prise aussi. N'essaie pas de déterrer quoi que ce soit. Les morts sont morts. Faire du bruit ne causera que plus de douleur aux vivants et ternira sa réputation. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ces mots étaient formulés comme un conseil, mais c'était une menace claire. Il me prévenait. Il avait peur de ce que je pourrais découvrir. Sa suspicion de la salle de visionnement n'avait pas disparu. Je savais qu'à partir de cet instant, chacun de mes mouvements serait surveillé. Je me suis tourné vers lui, forçant ma respiration à se calmer et mon expression à devenir aussi vide et résignée que possible. Je comprends, Marcus. C'est juste difficile à accepter. Il est parti si soudainement. Marcus m'a scruté, son regard s'attardant un instant de trop sur ma poitrine, faisant courir un frisson le long de mon échine. J'ai instinctivement rentré les épaules, réaction naturelle d'une femme endeuillée et vulnérable. Il a souri, tapotant mon épaule. Le geste semblait lourd comme une entrave. C'est bien que tu comprennes. La famille ne te laissera pas souffrir. Maintenant que David n'est plus là. Mère et moi veillerons à ce que ces biens t'assurent une vie confortable tant que tu te comportes bien. Le mot « behave » a été prononcé si légèrement, pourtant il m'a rempli de dégoût. Il me voyait comme un animal domestique, obéissant tant qu'on le nourrit. Il n'avait aucune idée que cet animal détenait la clé pour ouvrir les portes de l'enfer qu'il essayait désespérément de garder fermées. Alors que la voiture m'éloignait de la maison funéraire, j'ai regardé par la vitre arrière. La cheminée du crématorium crachait une fumée noire dans le ciel gris. J'ai placé une main sur mon cœur et murmuré une promesse au défunt. Repose-toi maintenant. David. Je prends le relais. Je ferai payer de sa vie celui qui t'a réduit en cendres. Une averse soudaine s'est abattue sur la ville à minuit. Nettoyant la crasse de la journée mais incapable d'effacer les images hantées dans mon esprit. Je me suis engagé dans une petite ruelle sombre derrière une rangée d'immeubles. L'emplacement du laboratoire privé du docteur Peterson. Mon ancien professeur qui m'avait guidé pendant mes premières années en tant que médecin légiste. Je ne pouvais pas risquer d'apporter ces échantillons au laboratoire officiel du comté. Marcus avait des yeux et des oreilles partout. Et un rapport officiel pouvait disparaître avant même d'arriver entre mes mains. Le docteur Peterson m'a accueilli avec une expression inquiète. Il n'a pas posé beaucoup de questions, se contentant de prendre silencieusement les petits sacs de ma main. Il comprenait les règles non dites de notre profession. Quand un médecin légiste se présente à votre porte de service au milieu de la nuit, cela signifie que la justice est bâillonnée. J'ai besoin que vous fassiez une chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, ai-je dit, la voix tremblante de froid et d'anticipation. Je soupçonne un empoisonnement par un relaxant musculaire non dépolarisant. Le docteur Peterson a hoché la tête. Je suis resté recroquevillé sur une chaise en plastique. Les yeux rivés sur l'écran d'ordinateur où des flux de données verts et rouges dansaient. Chaque seconde semblait une éternité. 2 heures plus tard, l'imprimante s'est mise en marche, crachant une seule feuille de papier. Le docteur Peterson l'a prise, a plissé les yeux à travers ses lunettes bifocales et son visage a changé. Il m'a regardé, les yeux remplis de choc et de sympathie. Evelyn ?
Regarde ça. J'ai pris la feuille. Les chiffres et les graphiques chimiques étaient indéniables. Dans les cheveux et les ongles de David. La concentration de succinylcholine était des dizaines de fois supérieure à toute dose. Thérapeutique. Succinylcholine. Pour un profane, c'était juste un terme médical. Pour quelqu'un de mon domaine, c'était le poison du diable. C'est un médicament utilisé en anesthésie pour faciliter l'intubation, provoquant une relaxation musculaire rapide. Mais injecté à forte dose chez une personne consciente. Il devient l'une des armes de meurtre les plus cruelles imaginables. La victime est complètement paralysée en moins d'une minute, bras, jambes, muscles faciaux. Tout devient non réactif. Elle ne peut pas bouger, ne peut pas crier à l'aide. Mais la partie la plus horrible est que le médicament n'affecte ni le cerveau ni les sens. La victime reste parfaitement consciente. Capable d'entendre, de voir et de ressentir tout ce qui se passe autour d'elle. Des larmes ont brouillé le rapport dans mes mains. J'ai imaginé la scène. David injecté derrière l'oreille, sentant son corps devenir de plomb. Il a vu le tueur, peut-être son propre frère, mettre en scène la scène, le déshabiller. Traîner le corps de sa cousine à côté du sien. Il voulait crier, se battre, mais sa gorge était bloquée. Sa poitrine ne pouvait pas se dilater pour respirer. Il était mort d'asphyxie, pas de noyade ni de monoxyde de carbone. Il était mort lentement dans la terreur absolue d'être enterré vivant à l'intérieur de son propre corps. Il avait été forcé de voir toute la mascarade honteuse qu'ils avaient créée pour lui avant que l'obscurité ne tombe enfin. Celui qui a fait ça possède des connaissances médicales étendues et est totalement impitoyable, a déclaré gravement le docteur Peterson. Ce médicament se métabolise incroyablement vite dans le sang. Si vous aviez prélevé un échantillon de 124 heures plus tard, ou après la crémation, vous n'auriez rien trouvé. C'est une bonne chose que vous ayez obtenu les échantillons d'ongles de cheveux où ils persistent plus longtemps. J'ai serré le rapport, le fin papier semblant lourd comme du plomb. Ce n'était ni un accident ni un crime passionnel. C'était une exécution de sang-froid méticuleusement planifiée. J'ai essuyé mes larmes, plié le papier et les rangé. Mon chagrin s'était transformé en un feu ardent de vengeance. Je ne le laisserai pas mourir en vain. Je trouverai la personne qui tenait cette seringue. Celle qui était restée debout à le regarder mourir dans un désespoir total. La pluie de la nuit précédente s'était arrêtée, laissant la ligne d'horizon de la ville d'un gris morne qui correspondait à mon humeur. J'étais assise dans un petit café, caché dans une ruelle calme, remuant un café glacé longuement fondu. En face de moi se trouvait Chris, un vieil ami du lycée qui était maintenant technicien senior pour les systèmes de sécurité à JFK. Le convaincre de me rencontrer à cette heure avait nécessité d'invoquer de vieux services et de supplier en tant que veuve récente. Chris a regardé nerveusement autour de lui avant de pousser un ordinateur portable vers moi. Il a baissé la voix. « Regarde vite et efface tout quand tu auras fini », a-t-il murmuré. « Je prends des risques pour toi. Il y a un ordre d'en haut pour verrouiller toutes les informations liées à l'affaire de David. Quiconque y touche est viré, sans poser de questions. » Il a cliqué sur le fichier couvrant la fenêtre de 6h30 à 7h30 ce jour-là. Les images haute résolution de la caméra de sécurité sont apparues, montrant le hall des départs internationaux animés. J'ai avancé rapidement jusqu'au moment où j'ai dit au revoir à David au contrôle de sécurité. Sur l'écran, je me suis vu m'attarder, regardant le dos de mon mari tandis qu'il tirait sa valise argentée élégante. Il marchait d'un pas décidé, se dirigeant droit vers la voie prioritaire pour les passagers en classe affaires. À première vue, tout semblait parfaitement normal, correspondant à mon souvenir de ce matin fatidique. Mais mon intuition criait que quelque chose n'allait pas. Un petit détail hurlait pour attirer mon attention. J'ai rejoué le clip de lui passant le scanner de sécurité encore et encore. Il a enlevé sa veste, sa ceinture et sa montre, les plaçant dans le bac en plastique. Attends. J'ai mis la vidéo en pause et zoomé sur les mains de l'homme.
Il enlevait la montre de son poignet droit. Mon cœur a fait un bond. David était gaucher. En 7 ans de mariage, je ne l'avais jamais vu porter sa montre au poignet droit. Il la portait toujours au gauche, laissant sa main dominante libre pour écrire et signer des documents. Je me suis souvenu de ce matin quand j'avais proposé de recoudre son bouton de manchette. Son bras gauche pendait naturellement à son côté. Sa montre à bracelet en cuir marron foncé bien attachée à son poignet gauche. Alors pourquoi, seulement 15 minutes après avoir quitté mon champ de vision, la montre était-elle au poignet droit? J'ai continué la vidéo. L'homme est passé par le détecteur de métaux, a remis sa veste, a attaché la montre à son poignet droit et a continué, tirant la valise. Il marchait vite, se fondant dans la foule, se précipitant vers les portes d'embarquement. Un observateur occasionnel n'aurait vu aucune différence, même taille, même coiffure, même costume. Mais ce seul détail, la montre, était une petite fissure qui brisait le tableau parfait. Chris, ai-je dit, la voix rauque. Peux-tu trouver un autre angle? Un avec une vue plus claire de son visage. Ou peut-être de dos alors qu'il entre sur la passerelle d'embarquement? Chris a soupiré, ses doigts volant sur le clavier. Je vais essayer, mais la couverture des caméras est limitée dans cette zone. Voilà. Caméra 42, la rampe vers la porte d'embarquement. Une nouvelle vidéo est apparue. L'homme était sur un tapis roulant, la tête baissée, regardant son téléphone. Une casquette de baseball était tirée bas, masquant la plus grande partie de son visage. Mais sa démarche n'a fait qu'amplifier mes soupçons. Ma poitrine s'est serrée. Un douloureux sentiment de trahison m'a envahi. L'homme tirant cette valise. Celui qui avait tranquillement embarqué sur un vol pour Londres pour créer le parfait alibi. N'était pas mon mari. J'ai ramené la clé USB à la maison. Me suis enfermé dans mon bureau et ai commencé une analyse que je n'aurais jamais imaginé faire sur mon propre mari. Sur mon grand moniteur, j'ai ouvert un programme d'analyse de démarches médico-légales. Un outil spécialisé que nous utilisons pour identifier les criminels par leur biomécanique unique. Le corps humain est une machine biologique qui se souvient de chaque blessure. Et chaque pas porte l'empreinte du passé. J'ai chargé la vidéo de l'aéroport dans le logiciel, plaçant des marqueurs squelettiques virtuels sur le corps de l'homme. Des lignes vertes reliaient ses hanches, genoux et chevilles, traçant ses mouvements sous forme d'ondes. J'ai retenu mon souffle. David avait eu un grave accident de moto à l'université. Il avait viré pour me protéger d'un conducteur venant en sens inverse. L'accident avait partiellement déchiré son LCA gauche. Malgré la chirurgie et une thérapie physique intensive, son corps avait développé un mécanisme de compensation naturel. Quand il marchait vite ou était fatigué, son pied gauche touchait le sol une fraction de seconde plus vite que le droit et il mettait moins de poids dessus. Les résultats d'analyse sont apparus sur l'écran, froid et impersonnel. Le graphique de démarche de l'homme sur la vidéo montrait un équilibre presque parfait. La répartition du poids entre ses jambes était de 50-50e. Sa longueur de foulée était parfaitement égale. Il marchait d'un pas fort et régulier sans aucun signe de boitement ou de compensation de poids. J'ai fouillé dans un vieux disque dur et trouvé une vidéo familiale de l'année dernière de David, jouant avec nos neveux au parc. Je l'ai chargé dans le programme pour comparaison. Le résultat était deux graphiques complètement différents. Le graphique de David montrait une déviation caractéristique. Son pied gauche supportait le poids 0,03 secondes de moins que le droit. Cette minuscule fraction de seconde, imperceptible à l'œil nu, était une vérité indéniable que la machine pouvait voir. J'ai laissé tomber ma tête sur le bureau, des larmes chaudes coulant sur mon visage. La vérité était mise à nu. L'homme à l'aéroport était un professionnel doublure corporelle. Il avait une taille et une carrure similaires et était équipé de vêtements, bagages et documents identiques. Il avait pris la place de mon mari après le contrôle de sécurité, laissant David derrière pour un destin que je ne pouvais supporter d'imaginer. Alors, où était mon mari pendant ce temps? Il ne pouvait pas simplement disparaître de l'aéroport.
s'il était entré dans le salon VIP. Mais c'était la doublure qui en était sortie. Alors le changement avait dû se produire à l'intérieur du salon classe à faire lui-même. C'était une zone discrète avec peu de monde et, pour des raisons de confidentialité, pas de caméras intérieures. Un scénario horrifiant a pris forme dans mon esprit. David est entré dans le salon, peut-être pour prendre un café ou vérifier ses emails. Il n'avait aucune idée que dans cet espace calme et luxueux, un piège mortel avait été tendu. L'ennemi n'attendait pas à Londres ni à la demeure. Ils ont frappé là où ils s'y attendaient le moins. 0,03 secondes, un clin d'œil, mais cela a exposé une conspiration monstrueuse entière. Mon mari sortit de l'aéroport, juste sous le nez de centaines d'agents de sécurité. Je suis retourné aux images de vidéosurveillance. Cette fois, j'ai ignoré la porte d'embarquement et me suis concentré sur la sortie de service du salon VIP. Celle utilisée par le personnel et pour les livraisons. Si David n'était pas sorti par l'avant, il avait dû être emmené par l'arrière. J'ai plissé les yeux, rejouant les images de 6h30 à 7h30. À 7h15, la porte de service s'est ouverte. Deux hommes en uniforme de concierge bleu foncé ont poussé une grande voiture à linge composite. Du type utilisé dans les hôtels 5 étoiles pour collecter les nappes et la literie sale. La voiture semblait extrêmement lourde. Ses roues grinçaient sous le poids tandis qu'il la roulait sur le sol en marbre. Les deux hommes devaient utiliser une force considérable pour la déplacer. Mon intuition m'a dit que c'était ça. J'ai zoomé au maximum. L'image était granuleuse, mais suffisante pour voir des détails inhabituels. Les deux concierges portaient des masques et avaient leurs casquettes tirées bas. Celui à l'arrière était corpulent, poussant avec les deux mains sur le bord de la voiture. Pendant un bref instant, alors qu'il levait une main pour essuyer la sueur de son front. La manche de son uniforme a glissé, révélant son poignet gauche. Un éclat de lumière s'est reflété sur quelque chose qu'il portait. C'était une montre en métal or rose. J'ai retenu mon souffle en essayant d'améliorer l'image. Bien que je ne puisse pas lire la marque. Le boîtier rectangulaire distinctif et le bracelet intégré étaient reconnaissables. C'était une Patek Philippe Nautilus, un article de luxe valant une petite fortune. Quelque chose qu'un concierge ordinaire ne pouvait pas se permettre à moins d'avoir gagné à la loterie ou que ce soit une fausse. Mais je connaissais cette montre. Je l'avais vue des dizaines de fois lors des dîners de famille. Brillant au poignet de mon respectable beau-frère. Marcus avait une passion pour les montres de luxe. Et cette Nautilus en or rose était sa fierté et sa joie. Qu'il aimait exhiber devant ses partenaires commerciaux. La vérité horrifiante m'a frappé comme un coup physique. L'homme poussant la voiture à linge avec le corps de mon mari à l'intérieur était son propre frère. Marcus l'avait fait lui-même. Il s'était déguisé en concierge. S'était introduit dans le salon et avait travaillé avec un complice pour neutraliser ou tuer son propre frère, puis l'avait fourré dans une voiture à linge pour l'évacuer comme des ordures. Ma poitrine semblait sur le point d'exploser de rage. Son propre frère, son propre sang. Comment pouvait-il être si cruel? Le plan était méticuleux. La doublure corporelle a volé à Londres pour créer un alibi pour David pendant que Marcus gérait le corps à l'aéroport pour minimiser les risques. J'ai pris une capture d'écran du moment où la montre était visible et l'ai sauvegardée dans un dossier crypté. Cette Patek Philippe, autrefois symbole du pouvoir et de la richesse de Marcus, était devenue une menotte invisible se resserrant autour de son poignet. Il pensait que son plan était sans faille. Mais sa cupidité et sa vanité avaient laissé une fissure fatale. Après avoir découvert comment le crime avait été commis à l'aéroport, j'ai tourné mon enquête vers la seconde victime, Chloé. Pour la famille Reed et le public, Chloé était une briseuse de ménage sans vergogne. Une fille promiscue qui avait séduit son oncle par alliance et était morte avec lui dans une rencontre sordide. Mais je ne le croyais pas. La Chloé que je connaissais était une fille timide et douce. Profondément inquiète de la pauvreté de sa famille chez elle. Utilisant mes accréditations médicales, je me suis connecté à la base de données interconnectées des soins de santé. C'était une violation de l'éthique professionnelle, mais je n'avais pas d'autre choix.
J'ai tapé le nom et le numéro de sécurité sociale de Chloé. La recherche a renvoyé une longue et choquante histoire de visite médicale. Au cours des 2 dernières années, Chloé avait été admise aux urgences un total de 12 fois dans divers hôpitaux et cliniques privées. Les raisons étaient toujours vaguement enregistrées: accident domestique, chute dans les escaliers, collision mineure de la circulation. Mais quand j'ai ouvert les rapports détaillés et vu les radiographies jointes, la vérité brute et douloureuse est apparue. Première visite, fracture des 6e et 7e côtes du côté gauche. Deuxième visite, épaule droite luxée, ecchymose importante dans le dos. Troisième visite, commotion cérébrale. Lacération du cuir chevelu nécessitant 5 points de suture. La visite la plus récente, il y a 2 mois, lacération splénique grave et fracture du péroné. Ce n'étaient pas des blessures dues à des chutes dans les escaliers ou à de la maladresse. Avec l'œil entraîné d'un médecin légiste, j'ai immédiatement reconnu les signes classiques de violence domestique systématique ou de torture. Les fractures des côtes étaient à différents stades de guérison, prouvant qu'elle avait été battue à plusieurs reprises sur une longue période. Certaines anciennes fractures n'avaient même pas complètement guéri avant que de nouvelles ne soient infligées par-dessus. J'ai regardé une radiographie de son bras où l'une a présenté une fracture en spirale. Blessure courante quand une victime lève le bras pour bloquer un coup de batte ou d'objet contondant. Mon cœur s'est serré pour elle. Chloé n'était pas une maîtresse choyée vivant dans le luxe comme Marcus l'avait dépeinte. Elle était une esclave, un punching ball pour quelqu'un qui y déchargeait sa rage. Et j'avais une suspicion écœurante de qui était cette personne. Marcus était connu pour ses tendances violentes et contrôlantes. Fréquentant des clubs clandestins où de jeunes femmes pauvres comme Chloé étaient transformées en jouets pour l'élite dépravée. Chloé était tombée dans son piège, avait été contrôlée et torturée par lui. David et Chloé mourant ensemble n'était pas une liaison. C'était la tentative désespérée de mon mari de sauver sa jeune cousine des griffes d'un monstre. Il avait dû découvrir la vérité, essayer d'intervenir. Et sa gentillesse les avait tués tous les deux. Marcus les avait assassinés tous les deux et avait mis en scène la scène pour transformer les victimes en coupables, s'absolvant de tout péché. J'ai laissé tomber ma tête sur le clavier. Des larmes de pitié et de rage coulant pour le sort tragique de la jeune fille. Suivant une adresse que j'ai trouvée dans une série de messages textes fragmentés et désespérés de la sauvegarde cloud de Chloé. Je me suis rendu dans un bar dans un labyrinthe d'allées crasseuses au plus profond des bas-fonds de la ville. Un monde loin des endroits glamour que Marcus fréquentait. Cet endroit empestait les cigarettes bon marché. La bière aigre et une basse pulsante qui vibrait dans ma poitrine. J'ai tiré mon chapeau bas et me suis recroquevillé dans mon grand manteau, essayant d'être invisible. Mes yeux ont balayé la salle à la recherche d'une fille nommée Sarah, l'ancienne colocataire de Chloé. Je l'ai trouvée recroquevillée dans un coin sombre près de la sortie de secours, tripotant nerveusement un verre d'eau. Le visage de la jeune femme était émacié, ses yeux cernés de peur. Comme un oiseau terrifié qui venait d'échapper à un prédateur. Quand je me suis présenté comme la cousine de Chloé, Sarah a sursauté, manquant de renverser son verre. Ses yeux ont scruté la salle avec suspicion avant qu'elle ne hoche la tête d'un air tremblant pour que je m'asseye. Ne croyez pas ce qu'ils disent en ligne, a murmuré Sarah, la voix brisée par l'émotion. Chloé n'était pas une briseuse de ménage. Elle n'était pas une fille qui couchait pour deux. L'argent. Elle avait des ennuis. Acculée, Sarah a expliqué, la voix étouffée par le chagrin et la colère. Chloé était une bonne fille. Mais sa mère chez elle était gravement malade et avait besoin d'argent pour une opération. Désespérée, Chloé était tombée dans le piège d'une application de prêt prédateur. Cela avait commencé par un petit prêt de $500 pour les factures d'hôpital. Mais avec des taux d'intérêt exorbitants. La dette avait explosé à $50 000 en seulement 3 mois. Les requins du prêt avaient lancé une campagne de terreur. Ils avaient photoshopé sa photo sur des images pornographiques, appelé et menacé sa famille. Et finalement l'avaient forcé à divertir des clients pour rembourser la dette.
La vraie personne derrière cette application était une société écran appartenant à Marcus. A révélé Sarah. Une vérité qui m'a fait courir un frisson dans le dos. Il avait utilisé la dette pour la transformer en esclave. Il l'avait forcée à faire des choses dégoûtantes, à divertir ses partenaires commerciaux pervers. Et même à tendre un piège à David. J'ai serré les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Ainsi la tragédie de Chloé venait de la cruauté de mon propre beau-frère. Il n'était pas seulement un contrebandier et un blanchisseur d'argent. Il profitait du désespoir de jeunes femmes pauvres. David l'avait découvert. Sarah sanglotait, essuyant ses larmes. Il ne blâmait pas Chloé. Il a secrètement commencé à l'aider à rembourser le capital de la dette. Il voulait la sortir de ce pétrin. Il lui a dit de conserver toutes les preuves. Les textos de menaces, les relevés de transfert d'argent. Pour qu'il puisse exposer l'opération de Marcus. Le jour où c'est arrivé. Elle m'a dit que David la retrouvait à la demeure pour obtenir la dernière pièce de preuve et l'aider à disparaître. L'histoire de Sarah était la dernière pièce du puzzle. Ils n'étaient pas des amants adultères morts dans le plaisir. C'étaient deux personnes essayant désespérément d'échapper à un monstre. David, le mari que j'avais récemment soupçonné de distance. Menait en secret une guerre solitaire pour protéger la justice, protéger sa famille. Et peut-être me protéger d'être souillé par l'argent sale de sa famille. Madame ? A dit Sarah en saisissant soudain ma main. Elle était froide et tremblante. Chloé savait qu'elle jouait avec le feu. Elle a laissé quelque chose derrière elle. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais trouver un moyen de vous le remettre. Elle a dit que seul vous pourriez blanchir son nom. J'ai regardé dans les yeux hantés de Sarah. Sentant le poids de la confiance que cette jeune femme plaçait en moi. Dans cette ville de tromperie et de danger. La bonté et le sacrifice de personnes comme Chloé et David brillaient comme des étoiles dans l'obscurité, illuminant mon propre cœur saignant. Sarah a regardé autour d'elle une dernière fois. Puis a sorti un petit objet enveloppé dans plusieurs couches de plastique de la semelle de sa basket. Usée. Elle l'a rapidement pressée dans ma main. C'était une petite clé USB noire. Sa peinture écaillée. Paraissant bien trop vieille et insignifiante pour contenir des secrets qui ébranleraient le monde. Chloé a dit que ça contient des copies des messages textes de Marcus. Une liste de toutes les filles qu'il a piégées. Et quelques enregistrements audio qu'elle avait secrètement fait quand elle était forcée de rencontrer ses clients. Sarah a murmuré, la voix tremblante mais le regard résolu. Elle a dit que David lui avait dit que s'il ne revenait pas, je devais vous trouver. Il a laissé un message pour vous, mais il n'osait pas l'envoyer directement. Craignant que votre téléphone soit sur écoute. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai serré la clé USB. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit. Trouve notre ami silencieux. Tu comprends les os mieux que quiconque. Sarah a répété les mots. Soigneusement comme en récitant un code sacré. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais il a dit que vous comprendriez. Notre ami silencieux comprend les os mieux que quiconque. Les mots ont résonné dans ma tête comme une cloche, éveillant un souvenir dormant. Je savais ce qu'il voulait dire. Des larmes ont monté à mes yeux. Même dans ces derniers moments, David pensait à moi. Me faisant confiance dans la profonde compréhension entre nous. Pour transmettre l'indice le plus crucial, il n'avait pas choisi un avocat ni la police. Il m'avait choisi, moi, sa femme médecin légiste. C'était un témoignage de confiance absolue et un fardeau de 1000 livres qu'il était forcé de placer sur mes épaules. Merci, ai-je dit en serrant la main de Sarah. Rentre chez toi. Sors de cette ville. Change de numéro. Supprime tes réseaux sociaux. Je te promets que le sacrifice de Chloé ne sera pas vain. En quittant le bar, j'ai hélé un taxi. Je ne suis pas rentré directement à la maison. Mais j'ai fait prendre au chauffeur un itinéraire sinueux à travers la ville pour semer d'éventuels
Suiveur. La clé USB dans ma poche semblait brûler un trou à travers le tissu. Je savais que ce que je tenais n'était pas seulement des preuves. C'était le sang, les larmes et les vies de bonnes personnes écrasées par l'argent et le pouvoir. Mon téléphone a sonné. C'était Eleanor, ma belle-mère. Un appel d'elle à cette heure n'était certainement pas une vérification de bien-être. J'ai pris une profonde inspiration, lissé mes cheveux et me suis composé avant de répondre. Allô? Eleanor. Evelyn? Viens au domaine maintenant. J'ai des affaires importantes à discuter avec toi concernant les biens. De David. La voix d'Eleanor était impérieuse et calculatrice. Ne me fais pas attendre. Les avocats d'entreprise sont ici. J'ai raccroché. Ils faisaient leur mouvement. Maintenant que David était incinéré et la scène de crime nettoyée. Il était temps de s'occuper de la veuve encombrante et de boucler toutes les fins lâches. J'ai serré plus fort la clé USB. Bien. S'ils voulaient jouer dur. Je leur montrerai que cette belle fille n'était pas un agneau à l'abattoir. Les lourdes grilles en fer du domaine Reed se sont ouvertes. Avalant mon petit taxi dans les vastes jardins soigneusement entretenus. La demeure familiale imposante, mélange de briques anciennes et de verre moderne. Dégageait un air d'autorité solennelle, mais aussi le poids oppressant d'une dynastie puissante. Je suis entré dans le grand salon où les meubles antiques ornés semblaient vouloir dévorer quiconque s'asseyait dessus. Eleanor était assise dans le fauteuil principal, ses doigts traçant un chapelet en bois de santal. Les yeux à moitié fermés. Mais derrière cette façade méditative, je savais qu'un esprit vif calculait chaque mouvement pour protéger les intérêts de la famille. Marcus n'était pas là. Il n'y avait qu'elle et un avocat d'âge moyen aux lunettes épaisses qui avait une pile de documents. Sur la table. Assieds-toi, a dit Eleanor, ses yeux s'ouvrant. Sa voix était douce, mais froide comme un vent d'hiver. Elle a fait un geste vers la chaise en face d'elle. Où une tasse de thé fumante et un chèque bancaire attendaient déjà. J'ai jeté un coup d'œil au chèque. Le nombre écrit en belle écriture était suivi d'un nombre stupéfiant de zéros. 5 millions de dollars, assez pour acheter un Penthouse. Assez pour qu'une personne normale vive dans le luxe le reste de sa vie sans travailler. À côté du chèque se trouvait un billet de classe à faire aller simple pour Vancouver. Partant le lendemain soir. Voici ton héritage, a déclaré Eleanor, d'un ton plat. 5 millions plus le condo à Vancouver que David a acheté. Je transfère le titre à ton nom. En échange, tu signeras ici. L'avocat a poussé le dossier vers moi. C'était un accord de non-divulgation renonçant à tous droits à un héritage supplémentaire. Aux actions de l'entreprise, et surtout s'engageant à un secret absolu concernant la mort de David. Une clause indiquait explicitement que le signataire reconnaissait la mort de David comme un accident et ne divulguerait aucune information, photo ou soupçon à un tiers. La pénalité pour violation était 10 fois le montant reçu et une responsabilité légale complète. J'ai pris le contrat, faisant semblant de le parcourir. Mais j'activais en réalité l'enregistreur à stylo caché dans ma poche de poitrine. Eleanor, essaies-tu de m'envoyer au loin, ai-je demandé, la voix tremblante. Feignant la personnalité faible et avide qu'elle attendait. Mais David il est mort si injustement. Injustement? Eleanor a claqué la main sur la table, faisant teinter la tasse de thé. Il est mort à cause de sa propre débauche sur une autre femme. Qu'est-ce qu'il y a d'injuste? Là-dedans? Veux-tu que le monde entier sache que ton mari était un dégénéré drogué? Veux-tu que cette entreprise s'effondre et mette des milliers de personnes au chômage? C'est ce que tu veux? Elle s'est levée et s'est approchée de moi. Son visage à quelques centimètres du mien. L'odeur de son parfum était si forte qu'elle me donnait la nausée. Evelyn? Tu es une femme intelligente. Les morts sont morts. Ce sont les vivants qui comptent. Prends l'argent. Va à l'étranger. Vis une vie confortable. Trouve un autre mari. Aie des enfants. Ne sois pas assez stupide pour mener une bataille que tu ne peux pas gagner.
La famille est plus importante que la vie d'une seule personne. Tu comprends? La famille est plus importante qu'une vie. Les mots m'ont poignardé au cœur. Elle avait admis. Pour elle, la vie de son fils valait moins que leur réputation creuse et leur montagne d'actifs. Elle était prête à utiliser l'argent pour me réduire au silence. Blanchir son fils aîné meurtrier et enterrer son fils cadet sous une montagne de honte. J'ai baissé la tête pour cacher la haine dans mes yeux, ma main tremblant en prenant le stylo. Je comprends. Je signerai. Je partirai. J'ai griffonné mon nom sur le contrat qui vendait mon âme. Eleanor m'a regardé, un sourire satisfait sur le visage. Elle pensait que l'argent pouvait tout résoudre, que moi, comme tant d'autres, serais aveuglé par les millions. Elle ne savait pas que j'acceptais l'argent non pour me taire, mais comme preuve supplémentaire de la cruauté sanguinaire de cette soi-disant noble famille. Je suis sorti du domaine avec le chèque en main, le cœur lourd mais la volonté forgée dans le fer. De retour dans notre ancien condo. Le premier endroit où nous avions vécu ensemble avant de déménager dans la demeure. Un vide profond m'a accueilli. Tout était comme nous l'avions laissé. La tasse de café à moitié finie de David sur la table, ses pantoufles près de la porte. Mais sa chaleur avait disparu pour toujours. J'ai verrouillé la porte, tiré les stores et suis allé directement dans le bureau. Dans le coin, se tenant silencieusement dans l'ombre, se trouvait l'ami silencieux mentionné par David. C'était un squelette anatomique grandeur nature de qualité médicale. Un cadeau de lui pour notre 3e anniversaire. Il avait plaisanté, tu aimes ton travail plus que moi. Alors je t'ai acheté ça. Quand tu manqueras le travail, tu pourras juste le regarder au lieu de penser au cadavre à la morgue. J'avais ri et l'avais traité de ridicule. Mais je chérissais sa compréhension et son respect pour ma carrière. Je me suis tenu devant le squelette, ma main caressant son crâne lisse et froid. Comprends les os, ai-je murmuré ces mots. En tant que médecin légiste, je connaissais la structure de chaque vertèbre, chaque articulation. Je me souviens que David m'avait un jour demandé pour la colonne vertébrale. Écoutant attentivement pendant que j'expliquais la flexibilité des vertèbres cervicales et la stabilité des vertèbres thoraciques. Une lumière étrange avait brillé dans ses yeux. Puis j'ai pris une profonde inspiration et placé mes doigts sur la 3e vertèbre cervicale C3. Et la 5e vertèbre thoracique T5. Anatomiquement sans rapport, mais c'étaient les chiffres de nos anniversaires, le 3 mars et le 5. J'ai appuyé fermement les 2 pouces sur les apophyses épineuses de ces 2 vertèbres. Simultanément. Clic, un petit bruit mécanique est venu de l'intérieur du crâne en plastique. Le haut du crâne, qui était solidement attaché, s'est légèrement ouvert, révélant un petit espace. Mon cœur a bondi. J'ai soulevé le capuchon crânien. Collé à l'intérieur de la cavité creuse se trouvait une petite carte SD rouge et une lettre pliée. En un tout petit carré. J'ai pris la lettre. L'écriture familière de David, légèrement tremblante, remplissait la page. Ma très chère Ève, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Ne pleure pas. Ton héros est juste en mission longue durée. J'ai découvert que Marcus utilise la flotte de navires de l'entreprise pour transporter de l'électronique illégale et des drogues de synthèse. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser l'héritage de notre famille être terni. Je rassemblais des preuves pour l'exposer. Mais j'avais peur de ne pas avoir assez de temps. Cette carte SD contient les vrais registres non modifiés de l'entreprise. C'est la seule preuve. Et c'est l'assurance vie que je te laisse. Utilise-la pour te protéger et faire ce qui est juste. Je suis désolé de te laisser ce fardeau. Je t'aime plus que la vie elle-même. J'ai serré la lettre contre ma poitrine et me suis effondré sur le sol, sanglotant. Les larmes que j'avais retenues si longtemps ont enfin jailli. Espèce d'idiot. Pensais-tu être un super-héros? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Mais je savais pourquoi. Il me protégeait.
J'ai essuyé mes larmes et inséré la carte SD dans mon ordinateur portable. Des milliers de fichiers sont apparus, manifeste d'expédition. Calendrier de livraison de marchandises illicites. Liste de fonctionnaires corrompus et enregistrement audio des appels de Marcus avec des partenaires étrangers. C'était la bombe nucléaire qui pouvait anéantir l'empire sale de mes beaux-parents. J'ai serré fort la carte. Tu as donné ta vie pour cette vérité. David. Je ne la laisserai pas enterrer. Cette guerre ne fait que commencer. Le vieil ordinateur portable isolé que j'utilisais exclusivement pour les données médico-légales s'est allumé. L'écran projetait une lueur bleue froide dans la pièce sombre, reflétant mon visage émacié et mes yeux ombragés. J'ai retenu mon souffle et cliqué sur le seul dossier de la carte SD rouge. Project Blue Ocean. Le nom sonnait si poétique, si humanitaire. Tout comme la façade polie que la corporation Reed présentait au monde. Mais à mesure que les épais fichiers Excel s'ouvraient, une vérité horrifiante dansait devant mes yeux. Ce n'étaient pas des conteneurs de textiles ou d'exportations agricoles comme déclaré dans leurs rapports annuels. Les ordres d'expédition étaient codés, mais avec la clé de décryptage que David avait soigneusement laissée dans un fichier texte joint. Je les ai vus pour ce qu'ils étaient, électronique illégale. Déchets dangereux et produits chimiques précurseurs pour la méthamphétamine. Un produit chimique au nom de Rue, Blue Ice, composant clé pour fabriquer du cristal meth, était introduit en contrebande déguisée en solvant de nettoyage industriel pour les navires. Les quantités n'étaient pas en grammes, mais en tonnes. Les colonnes de profit étaient remplies d'une infinité de zéros. Des milliards de dollars d'argent sale, blanchis à travers un réseau de sociétés écrans offshore et réinjectés dans les comptes privés d'eux. Marcus comme investissement de projet. Chaque navire qui accostait était un navire fantôme, transportant la mort et la ruine environnementale, tout en lui valant des éloges en tant qu'entrepreneur de premier plan. Ma poitrine s'est serrée, non seulement devant la cruauté de Marcus, mais à la pensée de ce que David avait dû endurer, vivant avec ce terrible secret. Menant une bataille solitaire dans l'obscurité, pour finalement payer le prix ultime. Clic, un bruit étrange venant de la cage d'escalier a brisé le silence. Mes sens se sont mis en alerte. Des pas, pas le pas léger d'un voisin, mais le bruit lourd et délibéré de chaussures à semelles dures, sans aucune tentative de discrétion. Puis le tintement de métal, le son indéniable d'outils de crochetage. Il m'avait trouvé beaucoup plus vite que je ne l'avais anticipé. Marcus avait dû me faire suivre depuis le domaine. Il ne m'avait jamais fait confiance et n'avait jamais eu l'intention de me laisser partir vivante. Avec les secrets de sa famille. J'ai arraché la carte SD et l'ai glissée avec la lettre de David au fond de mon soutien-gorge. J'ai cherché une arme autour de moi. Rien d'autre que de lourds manuels médicaux et le squelette silencieux. Crash. La porte de l'appartement a tremblé sous un coup lourd. Le bruit du bois qui éclate était assourdissant. J'ai reculé vers la fenêtre, saisissant un cutter sur le bureau. J'ai étendu la lame fragile, la main tremblante. Je savais que je ne pouvais pas combattre des truands professionnels. Mais je préférais mourir plutôt que de les laisser prendre les preuves qui blanchiraient le nom d'eux. Mon mari. Les phares d'une voiture garée en bas projetaient des ombres dansantes au plafond. La nuit était sur le point de devenir sanglante. La porte a finalement cédé, s'ouvrant violemment. 3 grands hommes en noir, le visage couvert de masques, ont fait irruption comme des prédateurs. Le chef avait une longue cicatrice allant de l'œil au menton. Ses yeux froids ont balayé la pièce et se sont fixés sur moi. « Donne-nous la carte et je ferai ça vite », a-t-il grogné en avançant lentement. Une batte de baseball métallique à la main. « N'approchez pas plus près », ai-je crié, la voix craquant. Je suis en direct. Il y a des caméras cachées partout. Un seul cri de moi et vos visages seront sur Internet. J'ai pointé une petite lumière rouge clignotante au plafond. L'indicateur de batterie faible d'un détecteur de fumée, mais dans la lumière tamisée. C'était assez pour les faire hésiter. Leur hésitation était ma seule chance. Elle bluffe. Attrapez-la, a hurlé l'homme à la cicatrice en se jetant sur moi.
Je n'ai pas attendu. Je me suis retourné et sprinté sur le balcon. L'air de la nuit était un choc froid. J'étais au 2e étage. En bas se trouvait un épais buisson de bougainvillées et un tas de déchets. La chute ne me tuerait pas, mais pourrait facilement me casser des os. Mais il n'y avait pas d'autre issue. J'ai agrippé la balustrade rouillée en fer, fermé les yeux et sauté. J'ai traversé les branches, des épines acérées déchirant ma peau et mes vêtements. J'ai atterri en roulade, un instinct de survie se déclenchant. Mais une douleur vive a remonté ma cheville. J'ai mordu ma lèvre pour étouffer un cri et me suis relevé en titubant. Du sang coulait le long de mon bras, mais je ne le sentais pas. L'adrénaline coulait dans mes veines. Je devais courir. Elle a sauté. Descendez là. Une voix a crié d'en haut. J'ai boité jusqu'à ma voiture, tâtonnant pour trouver les clés. Le moteur a rugi juste au moment où l'homme à la cicatrice atterrissait au sol. Il a balancé la batte, brisant mon rétroviseur latéral. J'ai écrasé l'accélérateur, la voiture bondissant en avant dans la nuit, laissant leur malédiction derrière moi. J'ai conduit aveuglément, des larmes et du sang se mélangeant sur mes lèvres. Ma maison, le dernier sanctuaire de mes souvenirs avec David, avait été violée. À partir de ce moment, je n'étais plus le docteur Evelyn Reed, médecin légiste respecté. J'étais une fugitive, la chassée, mais aussi une guerrière tenant l'arme qui détruirait mon ennemi. Je me suis réveillé sous la lumière crue du soleil de midi perçant à travers les trous d'un toit en tôle ondulée. Tout mon corps me faisait mal. J'étais dans un ancien entrepôt médical abandonné à la périphérie de la ville. Une propriété qu'un ami m'avait laissée en garde. L'air était épais de l'odeur de carton moisi et d'antiseptique, mais pour moi, c'était l'endroit le plus sûr sur Terre. Mes blessures étaient surtout des coupures et des ecchymoses. Ma cheville était enflée mais pas cassée. Pendant 2 jours, j'ai vécu comme un fantôme. Mangeant des ramen secs et buvant de l'eau en bouteille. Je me suis déconnecté du monde et me suis immergé dans les données de la carte SD. Cartographiant les chronologies, les lieux et les flux d'argent sur le dos de vieilles boîtes. J'ai découvert un schéma. Marcus organisait toujours un événement caritatif somptueux ou une fête. Le même jour, une importante cargaison arrivait, créant une distraction parfaite. Et demain soir, l'entreprise organisait son gala annuel d'appréciation du PDG dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. C'était aussi la nuit où la plus grande cargaison de l'année de Blue Ice devait arriver. Il pensait que je me cachais comme un rat acculé. Il avait tort. Je n'allais plus fuir. J'allais marcher droit vers lui sous les lumières les plus brillantes dans l'endroit le plus dangereux. J'ai envoyé un texto au numéro personnel de Marcus depuis un téléphone jetable. Cher beau-frère, je serai au gala demain. J'apporte un cadeau pour te remercier des 5 millions. Sois un bon hôte. J'ai cassé la carte SIM et l'ai jetée. J'ai regardé mon reflet dans un miroir cassé. Mon visage était émacié, mes cheveux en désordre, mais mes yeux brûlaient de haine. J'ai pris le seul maquillage que j'avais, un tube de rouge à lèvres rouge foncé. Et j'ai peint mes lèvres pâles. La couleur était comme du sang, une déclaration de guerre. Demain, la femme faible nommée Evelyn mourrait. À sa place, une déesse de la vengeance s'élèverait des cendres pour réclamer justice. La grande salle de bal de l'hôtel était une mer de lustre en cristal scintillant et les douces mélodies de musique classique. Des hommes en smoking se mêlaient à des femmes en robe de soirée étincelante. L'air épais de parfums coûteux et de faux rires. J'ai fait mon entrée non pas comme une fugitive en haillons, mais dans une robe de velours noir jusqu'au sol avec une fente audacieusement haute révélant quelques bandages couleur chair sur ma jambe. Noir pour le deuil, mais aussi pour le pouvoir et le mystère. Mon apparition a été comme une goutte d'encre dans un verre d'eau cristalline. Un silence est tombé sur la salle. Des murmures m'ont suivi. N'est-ce pas la veuve de David Reed? Son mari vient de mourir et elle fait déjà la fête. J'ai gardé la tête haute et marché droit vers la table principale où Marcus était assis. Un verre de vin à la main. Le sourire sur son visage s'est figé quand il m'a vu. Evelyn,
quelle surprise, a-t-il dit en se levant, la voix tendue. Je pensais que tu voyagerais. Ma famille me manquait trop, ai-je répondu avec un sourire froid qui n'atteignait pas mes yeux. En tirant une chaise directement en face de lui. Le serveur a apporté le plat principal, un homard thermidor. L'énorme crustacé rouge reposait sur un plateau d'argent, ses pinces levées avec défiance. Marcus a pris ses couverts, mais sa main tremblait légèrement. Marcus, ai-je dit. Ma voix douce mais portant à travers la table maintenant silencieuse tandis que je prenais mon propre couteau en argent. Sais-tu la meilleure façon de tuer un homard pour que la chair reste sucrée? Il a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? J'ai ignoré sa question. Enfonçant la pointe de mon couteau dans l'articulation entre la tête et le corps du homard. On dit qu'il faut enfoncer la pointe directement dans le nœud nerveux ici. Un mouvement rapide. L'animal est instantanément paralysé. Il ne peut pas se débattre. Ne peut pas faire de bruit. Mais son cœur continue de battre quelques minutes de plus. Il meurt pleinement conscient. Sentant la lame séparer sa chair de sa carapace. Une mort très propre, presque comme s'endormir. La couleur a quitté le visage de Marcus. Il a compris. Il a vu non pas le homard, mais son frère. Il a vu l'aiguille, la paralysie, la terreur consciente. Mange, beau-frère, ai-je dit en coupant un morceau de homard et en le portant à mes lèvres. Mes yeux rivés aux siens. Ne le laisse pas refroidir. C'est comme une dette de sang. Si tu le laisses trop longtemps, l'odeur devient impossible à cacher. La table était figée. Marcus agrippait les bras de sa chaise, sachant que je n'étais pas venu pour dîner. J'étais venu lui délivrer sa sentence. La tension à la table était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Marcus me fixait, la sueur perlant sur son front malgré l'air frais. J'ai lentement ouvert ma petite pochette scintillante et sorti l'ancienne clé USB noire que Sarah m'avait donnée. Je l'ai placée sur le bord du plateau tournant en verre, juste à côté de mon homard à moitié mangé. Elle paraissait si déplacée, pourtant si puissante. J'ai donné une légère poussée au plateau tournant. Il a tourné lentement, apportant la clé vers Marcus. Il l'a regardé comme un serpent venimeux, ses yeux mélangeant avidité et terreur. Quand elle est arrivée à lui, sa main a jailli pour l'attraper, mais j'ai été plus rapide. Arrêtant le plateau avec ma propre main. Pas si vite, Marcus, ai-je dit à voix basse. Ce n'est qu'une copie. L'original, avec toute la base de données Project Blue Ocean, est sur un serveur sécurisé avec un interrupteur homme mort. Si je ne rentre pas chez moi ce soir, ou si j'ai un accident comme mon mari, tout le paquet sera envoyé au FBI et aux 10 plus grands journaux du pays à 8 heures précises. Sa main s'est figée en l'air. Il a serré le poing, la voix un grognement bas. Que veux-tu? De l'argent? Je peux te donner le double. Le triple. Donne-moi juste l'original et sors de ce pays. Je l'ai regardé avec un mépris absolu. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit en me penchant en avant. Je veux le vrai manifeste des passagers de ce vol pour Londres. Et plus important, je veux savoir où se cache l'homme qui a impersonné mon mari à l'aéroport. Donne-moi ces deux choses. Et je pourrais envisager de garder tes petits secrets sales quelques jours de plus. Il était stupéfait. Il savait que son complot de meurtre parfait avait été démantelé. Il a essayé de se reprendre, un sourire tordu et dangereux se formant. Evelyn, tu sais, être trop intelligente n'est pas bon pour ta santé. On verra pour ma santé, ai-je dit en me levant et en récupérant la clé USB. Mais je peux te garantir que ta présidence sera brisée bien avant que je meure. Tu as une nuit pour y réfléchir. Je me suis retourné et suis parti. Le bruit de mes talons claquant décidément sur le sol en marbre. Derrière moi, Marcus était assis seul à sa table somptueuse, un animal piégé. Il savait que la proie était devenue le chasseur. Cette nuit-là, mon téléphone jetable a vibré. Un texto d'un numéro inconnu.
22 heures demain. Montpentouse. Riverside Drive. Viens seul. Apporte l'original et tu obtiendras ce que tu veux. Marcus était encore arrogant. Il avait choisi sa propre forteresse, un Pentouse avec ascenseur privé et sécurité dernier cri. Il pensait pouvoir m'y piéger. Il ne réalisait pas que sa trop grande confiance serait sa perte. C'était un piège, mais je devais y aller. Je soupçonnais que ce Pentouse était la scène de crime principale. Le soir suivant, je me tenais devant le gratte-ciel scintillant. Mon arme n'était pas un pistolet, mais les outils de mon métier, un flacon de luminol. Une puissante lampe UV et des sacs à preuve stériles. J'ai pris une profonde inspiration et suis entré dans l'ascenseur privé. Montant jusqu'au dernier étage où la vérité était cachée sous un vernis de luxe. L'ascenseur s'est ouvert directement dans un salon opulent à couper le souffle. Marcus était assis sur un canapé en cuir, faisant tourner un verre de vin rouge. Pile à l'heure, a-t-il dit avec un sourire narquois. Je commençais à penser que tu avais perdu ton courage. Je suis là pour ce que tu as promis, ai-je dit, mes yeux balayant la pièce. La pièce maîtresse était un énorme tapis persan rouge foncé, parfait pour cacher les taches. Détends-toi. Prends d'abord un verre, a-t-il dit en me tournant le dos au bar. C'était mon moment. J'ai rapidement vaporisé une grande quantité de luminol au centre du tapis. Je ne bois pas, ai-je dit fort pour le distraire tandis que je sortais la lampe UV. Alors qu'il se retournait, j'ai actionné l'interrupteur principal. Plongeant la pièce dans l'obscurité. Qu'est-ce que tu fais, bon sang, a-t-il hurlé. J'ai allumé la lampe UV et l'ai dirigée vers le sol. Une vue horrifiante est apparue. Brillant d'un bleu fantomatique sous la lumière. Une énorme tache étendue sur le tapis coûteux avec des traînées de traînées menant vers l'ascenseur. C'était la réaction chimique du luminol avec le fer et l'hémoglobine. Du sang. Beaucoup de sang. Qu'est-ce que c'est, Marcus? Ma voix tremblait de rage. Tu as dit que c'était un accident. De qui est ce sang? Tu l'as battu ici. N'est-ce pas? Tu l'as injecté juste sur ce tapis. La vérité, invisible il y a un instant, brillait maintenant dans le noir. La panique de Marcus s'est rapidement transformée en fureur. Tu m'as piégé, a-t-il rugi en se jetant sur moi. J'ai esquivé, reculant alors qu'il trébuchait dans l'obscurité. Quand il s'est approché, j'ai sorti une bombe de spray au poivre et l'ai déchargée directement sur son visage. Il a hurlé d'agonie, se tenant les yeux. Je vais te tuer, a-t-il beuglé. J'ai profité de l'occasion pour m'agenouiller. Arracher un petit échantillon de fibres du tapis imbibé de sang et le fourrer dans un sac à preuve. Mais il était plus rapide que je ne le pensais. Aveuglé mais enragé, il a balancé sauvagement et son bras a touché mon épaule. M'envoyant voler contre un mur. La lampe UV a glissé sur le sol. Il m'a entendu tomber et s'est jeté, attrapant ma cheville. J'ai donné un coup de pied avec l'autre pied, écrasant mon talon dans son nez. Il a grogné, sa prise se desserrant une seconde. Je me suis relevé en trébuchant. Et saisi un lourd vase en céramique et l'ai abattu sur sa tête de toutes mes forces. Il s'est brisé. Il a gémi et s'est effondré. Je n'ai pas attendu de voir s'il était mort ou vivant. J'ai sprinté vers l'ascenseur, enfonçant les boutons. Alors que la porte se refermait, je l'ai vu lutter pour se relever. Son visage était un masque de sang et de rage. Sa main ensanglantée martelant les portes qui se fermaient. Il était trop tard. J'avais échappé et j'avais la preuve qu'il enverrait dans sa tombe. J'ai conduit directement au quartier général de la division des homicides et ai trouvé le détective Miller. J'ai placé le sac à preuve avec les fibres de tapis ensanglantés et la clé USB sur son bureau. Voici vos preuves, ai-je dit. Le sang de mon mari de l'appartement de Marcus et tout le dossier sur son opération de contrebande. Je mise ma vie sur ton intégrité, détective. Miller a regardé les preuves, puis moi. Après un long silence, il a verrouillé la porte de son bureau. Docteur Reed, a-t-il dit, la voix grave.
Nous attendions un jour comme celui-ci. Nous enquêtons sur Marcus depuis 2 ans. Mais il est glissant et bien protégé. Nous avions besoin d'une preuve directe pour obtenir un mandat. C'est ça. Est-ce suffisant? Ai-je demandé. C'est suffisant pour l'arrêter pour agression, a-t-il dit. Mais pour démanteler son empire, nous devons l'attraper en flagrant délit. Selon nos renseignements, une grosse cargaison arrive demain soir. Après ce soir, il sera nerveux. Il essaiera de déplacer les marchandises immédiatement. Nous allons utiliser ça. Leur plan était de divulguer de fausses informations selon lesquelles des agents fédéraux feraient une descente au port dans 2 jours. Combinée à mes menaces continues, la pression forcerait Marcus à superviser personnellement le déplacement de sa cargaison illicite. Cette nuit même, c'était un pari à haut risque, mais il ciblait ses 2 plus grandes faiblesses. La cupidité et la peur. Le vent hurlait à travers les piles de conteneurs au port. Depuis une camionnette de surveillance de la police, j'ai regardé un convoi de SUV noirs s'arrêter devant un entrepôt. Marcus est sorti, l'air frénétique, hurlant à ses hommes de charger des caisses sur des camions en attente. Il est là, a murmuré Miller en regardant à travers des jumelles à vision nocturne. L'équipe tactique était en position, attendant le signal. Ils ont attendu que les camions soient presque entièrement chargés de drogue et d'argent sale, s'assurant que les preuves soient irréfutables. C'est l'heure, Dr. Reed. Miller a hoché la tête vers moi. J'ai sorti le téléphone jetable et tapé un dernier message, Marcus. Belle nuit pour un chargement, n'est-ce pas? La police sera là dans 3 minutes. Je me demande. Est-ce que j'ai envoyé ta localisation à eux ou à toi? J'ai appuyé sur envoyer. Sur le moniteur, je l'ai vu lire le texto. Il s'est figé, le visage masque de pure terreur. C'est un piège. Sortez. Bougez, a-t-il hurlé, lâchant son téléphone et courant vers son SUV. Abandonnant ses hommes. On y va, a commandé Miller. Instantanément, des projecteurs ont illuminé toute la zone. Les sirènes ont retenti. Nip, lâchez vos armes. Une voix a retenti dans un haut-parleur. Les officiers tactiques ont surgi des ombres. L'équipe de Marcus s'est dispersée mais a rapidement été appréhendée. Dans un acte désespéré final, Marcus a saisi un ouvrier du port proche. Sorti un pistolet et l'a tenu contre la tête de l'homme. Reculez ou je lui fais exploser la cervelle, a-t-il hurlé. Traînant l'otage terrifié vers le bord de la jetée. Donnez-moi une voiture, un plein d'essence, pas de filature. L'impasse était tendue, un mortel statu quo. Il avait besoin d'un choc psychologique, d'une distraction. J'ai pris une profonde inspiration et suis sorti de la camionnette. Marchant dans la lumière crue des projecteurs. Marcus, ai-je appelé, ma voix claire et ferme par-dessus le vent. Il s'est retourné brusquement, les yeux écarquillés d'incrédulité. Toi tu oses montrer ton visage ici? Pourquoi ne le ferais-je pas? J'ai marché plus près, fixant le canon de son arme. Tu as tué mon mari. Tu as essayé de me tuer. Mais je suis encore debout. Je suis ici pour regarder ton monde brûler. Tais-toi. C'est entièrement ta faute, a-t-il hurlé. Sa rage prenant le dessus sur son sens tactique. Il a déplacé le pistolet de la tempe de l'otage et l'a pointé directement sur moi. Crac. Un seul coup de fusil net a retenti depuis le toit d'un conteneur proche. La balle du sniper a touché Marcus en plein dans l'épaule droite. Il a hurlé, le pistolet tombant de sa main et éclaboussant dans l'eau sombre en contrebas. Il s'est effondré, agrippant son bras ensanglanté alors que les officiers se ruaient sur lui. Le cliquetis des menottes a été le son final et définitif. J'ai regardé l'homme autrefois puissant être plaqué sur le béton crasseux et né ressentini. Triomphe mais une profonde tristesse vide. La justice avait été rendue, mais à un coût qui ne pourrait jamais être remboursé. Dans la salle d'interrogatoire froide, Marcus était assis silencieusement, sa bravade disparue.
Son avocat haut de gamme est arrivé, présentant un épais dossier à Miller. Mon client a un historique documenté de schizophrénie paranoïde, a annoncé l'avocat avec suffisance. Ces actions étaient le résultat d'une rupture psychotique. Nous demandons une mise en détention psychiatrique immédiate, pas un procès criminel. C'était la carte classique, sortir de prison gratuitement, pour les riches et puissants. Le visage de Miller s'est assombri en voyant les documents parfaitement falsifiés. Je connaissais ce truc, mais ils avaient choisi le mauvais adversaire. Laissez-moi entrer, ai-je dit à Miller. Je suis de la famille. J'ai le droit de lui parler. Je peux le briser. Je suis entré dans la pièce et me suis assise en face de Marcus. Il a commencé son numéro, marmonnant des absurdités. Ses yeux vides. Je n'ai rien dit. J'ai simplement disposé les photos une par une. La marque d'aiguille derrière l'oreille de David, la lividité sur son dos. La tache de sang bleu brillante sur le tapis. Tu es un bon acteur, Marcus, ai-je dit doucement. Mais sais-tu ce que ça fait d'être injecté de succinylcholine? D'abord, tes paupières deviennent lourdes. Puis ta langue s'engourdit. Puis ton corps entier se transformant. Pierre. Mais ton esprit. Ton esprit est parfaitement clair. David a entendu chaque mot que tu as dit. Il a tout ressenti de ce que tu lui as fait. Il s'est étouffé, pleinement éveillé. Tais-toi. Je t'ai dit de te taire. Il a soudain hurlé, plaquant ses mains sur ses oreilles, son numéro se brisant. Tu ne voulais pas le tuer au début, n'est-ce pas, ai-je continué à presser. Tu voulais juste l'effrayer pour qu'il te donne la carte SD. Mais tu as mal calculé la dose. Ou peut-être l'as-tu simplement laissé mourir pendant que tu étais occupé à mettre en scène la scène. Tu es un meurtrier, Marcus. Mais tu es aussi un lâche. Je ne l'ai pas tué, a-t-il rugi en frappant des poings sur la table. De la salive volant de sa bouche. Je voulais juste qu'il écoute. J'ai calculé la dose. Il était juste trop faible. Ce n'était pas ma faute. L'aveu flottait dans l'air. Derrière le miroir sans teint, les détectives enregistraient chaque mot. Marcus s'est figé, réalisant qu'il venait de passer la corde autour de son propre cou. Le procès a été un cirque médiatique. L'avocat de Marcus a fait une grande performance, plaidant la folie. Quand mon tour de parler est venu, je suis allé à la barre, calme et posé. Votre honneur, ai-je commencé, ma voix résonnant avec clarté. La défense prétend que l'accusé prend des médicaments antipsychotiques depuis 3 ans. J'aimerais présenter les résultats d'un dépistage toxicologique sanguin effectué sur Monsieur Reed la nuit de son arrestation. J'ai levé le rapport. Il n'y a aucune trace d'olanzapine ou de risperidone dans son système. Au lieu de cela, nous avons trouvé des niveaux élevés d'amphétamine. Un stimulant qui lui permettait de planifier méticuleusement un meurtre et de diriger un empire de la drogue avec une clarté parfaite. Il n'est pas fou. Votre honneur. Il est simplement pathologiquement cupide. Mon témoignage, ancré dans la science, a démoli sa défense. Après des heures de délibération, le verdict est tombé pour les crimes de meurtre et de trafic de drogue avec circonstances aggravantes. Marcus Reed a été condamné à mort. Le marteau du juge est tombé comme une guillotine, mettant fin à la tragédie d'une famille pourrie de l'intérieur. Un mois plus tard, pour l'anniversaire de David, j'ai reçu un email programmé. L'objet ne contenait que 2 mots, à ma femme. C'était une courte vidéo qu'il avait enregistrée avant son voyage. Il souriait à son bureau, le sourire chaleureux et aimant que je regrettais tant. Et, Eve. Sa voix a rempli la pièce calme. Si tu regardes ça, cela signifie que j'ai échoué. Ne pleure pas. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette seulement de ne pas pouvoir faire le reste du chemin avec toi. Ne laisse pas ce qui s'est passé te faire haïr le monde. Dans mon exemplaire de 100 ans de solitude, j'ai glissé une obligation d'épargne.
C'est de l'argent propre. De l'argent que j'ai gagné moi-même. Utilise-le pour être libre. Vis une vie heureuse pour nous deux. Je t'aimerai pour toujours. 3 ans plus tard, je me tenais à un pupitre à l'université Columbia. Je ne travaillais plus à la morgue. J'étais professeur, enseignant à la prochaine génération. Le soleil du matin entrait par la fenêtre, illuminant les visages de mes étudiants. Souvenez-vous, leur ai-je dit, la voix ferme et assurée. Le scalpel d'un chirurgien sauve les vivants. Le scalpel d'un médecin légiste rend justice aux morts. Notre travail est avec le froid. Mais nos cœurs doivent toujours brûler d'une passion pour la vérité. Ne laissez jamais votre lame s'émousser par l'argent ou le pouvoir. Une vague d'applaudissements a rempli l'amphithéâtre. J'ai souri, regardant le ciel bleu brillant. Le passé était en repos. La douleur était devenue force, et je savais que quelque part au loin, David souriait aussi.